Et c'est au nom de cette responsabilité de protéger les populations russes ou russophones que Moscou a décidé d'intervenir, ou en tout cas tente de justifier son intervention militaire sur le territoire de ces deux États souverains. Alors, je suis Julien Casala, je suis professeur de droit public, spécialiste de droit international à l'université Sorbonne Paris-Nord, où je dirige le master en études stratégiques et l'Institut de droit public, sciences politiques et sociales. Alors les termes du conflit sont aujourd'hui assez bien connus. L'intervention russe a débuté il y a maintenant un peu plus de 3 semaines, mais on peut revenir un petit peu sur l'historique ou la genèse de cette intervention et de ce conflit, dans la mesure où ça s'inscrit dans une histoire plus ancienne, alors qui débute avec l'intégration de l'Ukraine en tant que République soviétique en 1922. Une étape importante est franchie avec l'accession à l'indépendance de l'Ukraine en 1991, et depuis 1991, avec des cycles qui peuvent être variables, il y a des tensions en Ukraine, dans la société, entre les partisans du maintien d'un lien fort avec la Russie, et donc un rattachement à l'espace post-soviétique, et d'autre part, une part de la population, une part de la classe politique, qui tend plutôt à se rapprocher de l'Europe de l'Ouest, de l'Union européenne. On peut rappeler que aujourd'hui l'Ukraine a des frontières avec 4 États membres de l'Union européenne, et donc cette tension, ce mouvement presque perpétuel de balancier, eh bien, a conduit à cette intervention des forces russes sur le territoire ukrainien, avec donc une histoire récente qui pouvait laisser penser que l'on se dirigeait vers ce type d'intervention, mais peut-être pas d'une telle ampleur. Si on veut revenir un peu moins de 20 ans en arrière, on se souvient que en 2004, la proclamation de la victoire du candidat pro-russe à l'élection présidentielle avait entraîné des manifestations assez vives, une contestation des résultats des élections par une part de la population qui estimait que le candidat pro-européen devait en réalité être déclaré vainqueur. Ça a entraîné donc une première crise très vive entre Kiev et Moscou, ou en tout cas entre la population, ou une part de la population ukrainienne, et les autorités russes. Ça a été la révolution donc orange, c'était l'époque des révolutions de couleur, et cette tension s'est assez largement prolongée, même si la période 2004-2010 peut être vue comme étant une phase de grand rapprochement entre l'Ukraine et les États occidentaux, entre l'Ukraine et l'Union européenne, qui accompagne un mouvement général de rapprochement des pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et orientale, avec l'Union européenne, avec l'OTAN. Et lorsque l'Ukraine conclut un accord d'association avec l'Union européenne, alors conclusion qui est un petit peu difficile. En 2013, il y a un refus de conclusion qui entraîne là encore des mouvements dans la population très vifs. C'est la révolution ou la révolte de Maïdan. L'accord est finalement conclu en 2014, il entre en vigueur en 2017, et cette période 2014-2017, elle est évidemment marquée par le phénomène de presque quasi-division du pays, ou en tout cas un mouvement qui voit l'Ukraine de l'Ouest être très largement tournée vers l'Union européenne, vers les Occidentaux, et une Ukraine de l'Est ou du Sud-Est qui proclame ou qui semble proclamer son attachement à la Russie. Et donc en 2014, la Crimée, à la suite d'un processus qui est assez discutable du point de vue juridique, proclame son indépendance, puis est presque immédiatement rattachée à la Russie. Dans le même temps, on a les 2 provinces séparatistes de Donetsk et de Lugansk qui proclament leur indépendance. Et c'est cette région, donc dite du Donbass, qui va être le terrain initial de l'intervention russe. On se souvient que fin février 2022, je crois le 21 février 2022, Vladimir Poutine, à la demande de la Douma, donc de l'Assemblée russe,
décide de reconnaître l'indépendance de ces deux provinces séparatistes, et cette reconnaissance de l'indépendance, elle marque très clairement l'annonce de l'entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien, entrée qui va être simplement reportée de quelques jours, le 24 février 2022. Et donc la crise entre les deux États, elle a ses racines dans cette évolution historique, en tout cas dans ce balancier permanent de l'Ukraine entre l'Europe occidentale et la Russie ou l'ère post-soviétique. Alors, ce qu'il faut dire de manière très claire, c'est que les opérations russes sont très largement euphémisées par le Kremlin. C'est-à-dire qu'on le sait, le Kremlin affirme que c'est une opération militaire spéciale, ce n'est pas une guerre, le terme de guerre est interdit, en tout cas l'usage du terme de guerre est interdit. Bon, c'est une guerre, c'est-à-dire qu'il y a un recours à la force, et cette qualification est unanimement reconnue, en tout cas quasi unanimement reconnue. Alors, à la suite de l'intervention de la Russie, enfin de l'armée russe sur le territoire ukrainien, il y a eu un mouvement de réprobation extrêmement important, pas unanime, mais quasi unanime, et ce qui a pu étonner, ça a été surtout l'absence de soutien, ou l'absence très large de soutien aux autorités russes, ce qui a pu assez largement surprendre. Si l'on prend simplement deux étapes, deux événements majeurs dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, on sait que, en tant que garant de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil de sécurité a été évidemment immédiatement saisi de la question, et un projet de résolution qui avait été préparé par les États-Unis et par l'Albanie a été présenté au Conseil le 25 février 2022. Alors, cette résolution, ou ce projet de résolution, visait simplement à regretter l'agression de l'Ukraine par la Russie et demandait le retrait des troupes russes. Il était évident que cette résolution ne serait pas adoptée du fait de la présence permanente de la Russie au sein du Conseil de sécurité, mais ça permettait au moins d'évaluer les soutiens ou d'identifier les éventuels soutiens de la Russie, et le résultat est en réalité sans appel, puisque cette résolution va être le vote de cette résolution va donner les résultats suivants: 11 votes favorables, 1 défavorable, mais qui était évident celui de la Russie, et 3 abstentions, la Chine, l'Inde et les Émirats arabes unis. Et donc on voit ici que la Chine, qui pouvait être perçue par beaucoup comme étant un soutien de la Russie, se met un peu en retrait par rapport aux prétentions du Kremlin. Une semaine plus tard, au début du mois de mars 2022, un texte très semblable est présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc un projet de résolution qui est soutenu donc dans sa présentation par la moitié des États membres de l'Organisation des Nations Unies, 96 sur 193, et ce texte, donc il là encore regrette l'agression de l'Ukraine par la Russie et demande le retrait des forces russes. Ce texte va être adopté par 141 États membres de l'organisation. Il n'y aura que 5 oppositions, la Russie évidemment, l'Érythrée, le Bélarus, la Syrie et la Corée du Nord. Et il y a 35 abstentions, et 12 États qui sont plutôt proches de la Russie ont décidé de ne pas participer au vote, donc n'étaient même pas présents le jour du vote. Alors, ce résultat n'a évidemment aucune force contraignante, c'est-à-dire que les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies n'ont pas une autorité obligatoire, mais cela permet d'évaluer, là encore, les soutiens, les éventuels soutiens de la Russie, et il apparaît que ce soutien est extrêmement faible. On a seulement 5 États, 4 plus la Russie, qui se sont opposés à ce texte, ce qui montre bien le très fort isolement de la Russie sur cette question. Alors, pour terminer sur la présentation générale de cette crise ou de ce conflit, on peut mentionner les 3 prétentions du Kremlin, ou les tentatives de justification par le président Poutine de cette intervention sur le territoire russe. Les demandes sont assez simplement exprimées, mais il n'est pas toujours certain que l'on puisse comprendre exactement ce qu'elles traduisent. La première, très simple, c'est une demande de reconnaissance
du rattachement de la Crimée à la Russie. Donc en 2014, la Crimée, qui avait proclamé son indépendance, a été presque immédiatement rattachée, incorporée au territoire russe, et donc Moscou demande au gouvernement de l'Ukraine de reconnaître cette incorporation. La deuxième revendication, qui là est assez difficile à expliquer ou à exprimer, c'est cette formule de dénazification de l'Ukraine. Alors il y a une rhétorique constante dans le discours du Kremlin, consiste à dire que l'Ukraine est infestée par les nazis. C'est une formule qui est déjà ancienne, ça fait près de 15 ans que la formule est utilisée, et que les soutiens du Kremlin parlent des ukro-nazis pour désigner les Ukrainiens qui résistent à l'invasion russe. Alors, cette utilisation du terme dénazification renvoie en réalité à la grandeur de l'Union soviétique qui estime avoir renversé le régime nazi, et semble viser à affirmer que l'Ukraine doit appartenir à l'espace post-soviétique, doit être marqué par des liens forts avec la Russie, et donc un chef de l'État ou un chef de gouvernement qui doit être proche du Kremlin. Enfin, la troisième et dernière revendication des autorités de Moscou, c'est la démilitarisation de l'Ukraine et la garantie de sa neutralité. Et ce qu'il y a derrière cela, c'est évidemment la question du rapprochement avec l'OTAN. On sait que l'Ukraine a demandé à être rattachée à l'OTAN, à devenir membre de l'OTAN, dans le prolongement d'un élargissement vers l'Est de l'organisation atlantique depuis 1999. Et l'Ukraine a conclu un accord de partenariat privilégié avec l'OTAN en 2020, qui est censé être un préalable à l'adhésion. Et on le sait que le rattachement à l'OTAN ou l'entrée dans l'OTAN, c'est vraiment la ligne rouge qui a été posée par le Kremlin, et il apparaît, en tout cas dans la période récente, que à la fois l'OTAN et le gouvernement de Zelensky ont affirmé que l'Ukraine ne deviendrait pas membre de l'OTAN. Alors la Russie, avant d'évoquer les précédents, mobilise assez fréquemment l'épisode du Kosovo, dans lequel la Russie était entre guillemets un adversaire de ce type d'intervention. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'en 1999, l'OTAN, avec notamment les États-Unis et la France, a décidé d'intervenir au Kosovo contre la République fédérative de Yougoslavie, accusée de violation massive des droits de l'homme sur le territoire de cette province du Kosovo, et sans autorisation du Conseil de sécurité. Et à l'époque, la Russie, alliée traditionnelle de la Serbie, donc de la Yougoslavie, avait vivement contesté cela en disant que sans autorisation du Conseil de sécurité, on ne pouvait pas recourir à la force, même si c'était au soutien de populations qui seraient victimes, ou pour lesquelles il y aurait des allégations de violation massive des droits de l'homme. Et à revers de cette présentation, la Russie aujourd'hui mobilise cela. Et elle l'a déjà fait en 2008, lorsque l'armée géorgienne a mené une opération sur le territoire de la province séparatiste d'Ossétie du Sud, donc une province géorgienne, mais qui, dès l'indépendance de la Géorgie au début des années 90, a tenté de se séparer du territoire de la Géorgie. Donc l'armée géorgienne intervient en 2008 contre les forces rebelles séparatistes d'Ossétie du Sud, et la Russie décide d'envoyer ses forces au soutien des forces séparatistes, donc contre l'armée géorgienne. Ce conflit, qui va s'étendre à l'Abkhazie, qui est une autre province séparatiste géorgienne, marque donc ce qu'on va appeler la deuxième guerre d'Ossétie. Et l'argument qui est mobilisé par le Kremlin pour justifier cette intervention sur le territoire géorgien ou sur le territoire contesté de la Géorgie, eh bien, c'est l'existence de violations massives des droits de l'homme contre les populations russophones ou contre les populations russes, dans la mesure où un très grand nombre de passeports russes avaient été délivrés
aux populations d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Et donc il y a cet argument que lorsque des populations russophones ou russes sont en danger, eh bien l'armée russe aurait le droit d'intervenir sur le territoire d'un État au nom de la responsabilité de protéger. Et à la suite de cette intervention, Moscou va reconnaître l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Et on retrouve un mécanisme assez semblable, même si la chronologie est différente, dans la relation entre la Russie et l'Ukraine. Dans la crise actuelle, on l'a dit tout à l'heure, Moscou reconnaît tout d'abord l'indépendance des deux républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk, puis intervient militairement. Alors c'était le schéma inverse en 2008, où il y avait eu d'abord une intervention militaire, puis une reconnaissance, mais la construction reste la même, et les allégations de Moscou sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a l'affirmation de l'existence d'un génocide des populations russophones de la part des autorités de Tbilissi, donc en Géorgie, ou de la part des autorités de Kiev en Ukraine, et c'est au nom de cette responsabilité de protéger les populations russes ou russophones que Moscou a décidé d'intervenir, ou en tout cas tente de justifier son intervention militaire sur le territoire de ces deux États souverains. Alors les règles de droit international qui sont mobilisées, les règles de droit international public qui sont mobilisées ou qui sont mobilisables ici sont relativement simples, et la question de la qualification au regard du droit international des diverses opérations qui sont ici en cours apparaît là encore assez aisée. On peut d'abord rappeler quelques principes fondamentaux. C'est tout d'abord que la Charte des Nations Unies prohibe le recours à la force contre un État membre de l'Organisation des Nations Unies, prohibe le recours à la force, sauf situation de légitime défense et ou autorisation du Conseil de sécurité, ce qui apparaît ne pas être le cas dans cette affaire. Le Conseil de sécurité, on l'a vu, n'a pas pu se prononcer sur le fond du fait du veto russe. L'Assemblée générale, elle, a une forte majorité, 141 voix sur 193, a qualifié l'usage de la force par les troupes russes d'agression, c'est-à-dire un recours à la force qui est non conforme au droit international, donc on ne reconnaît pas l'argument de la légitime défense ou de la responsabilité de protéger qui a été avancé par Moscou. Alors, au-delà de cette qualification d'agression, on peut envisager assez sommairement quelques principes de droit des conflits armés qui peuvent être mobilisés dans le contexte post-intervention, c'est-à-dire dans le contexte contemporain. Le premier principe fondamental, c'est, en droit humanitaire, le principe de discrimination, qu'on appelle également principe de précaution, c'est-à-dire qu'il s'agit, pour les forces armées, de n'avoir pour cible que des objectifs militaires et d'épargner les civils, ou en tout cas de ne pas diriger l'usage de la force contre les civils. Or, il apparaît ici que les troupes russes, assez largement, ne respectent pas ce principe. On a vu l'émoi qui a pu être suscité par des attaques dirigées contre des hôpitaux, une maternité ou services pédiatriques, et il apparaît très clairement, en tout cas au regard des images qui nous sont présentées, que la distinction entre cible civile et cible militaire apparaît très souple dans l'action des autorités russes. Et le fait de cibler des civils, c'est incontestablement un crime de guerre, et il n'est pas impossible, on pourra le revoir tout à l'heure, que des responsables russes puissent voir leur responsabilité être directement engagée du fait de la commission de ces crimes de guerre. Le second principe qui apparaît fondamental dans le cadre de cette crise, c'est le principe selon lequel les forces armées ne doivent pas cibler des installations renfermant des forces dangereuses. Alors qu'est-ce que c'est? On n'a pas le droit de détruire un barrage, une digue ou une centrale nucléaire, parce qu'évidemment ici, les risques pour la population civile alentour seraient tout à fait considérables. Et on a vu que dans les premiers jours de l'attaque russe sur le territoire ukrainien, il y a eu la prise de la centrale de Tchernobyl, ce qui est évidemment un symbole extrêmement fort. Il y a eu des craintes
de diffusion radioactive dans le périmètre de la centrale, puis une autre centrale a été frappée, alors pas la centrale directement, mais un centre de recherche qui lui est adossé. Donc, pour l'instant, il ne semble pas y avoir d'attaque dirigée directement contre une centrale nucléaire, mais c'est un risque qui existe du fait de la présence de nombreuses centrales nucléaires sur le territoire ukrainien. Alors, au-delà de la proclamation des principes, on voit que les autorités ukrainiennes ont essayé de mobiliser très largement les différentes juridictions internationales pour essayer d'obtenir un constat de l'irrégularité, de l'illégalité de l'intervention russe sur le territoire ukrainien. Et 3 juridictions ont été sollicitées, mobilisées: la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale et la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, si l'on veut dire quelques mots de chacune des actions devant ces 3 tribunaux internationaux, tout d'abord, devant la Cour internationale de justice, l'Ukraine a saisi la Cour dès le 25 février 2022, en demandant évidemment le constat de l'illégalité de l'intervention russe sur son territoire et en demandant l'indication de mesures conservatoires qui seraient donc le retrait provisoire, en tout cas l'arrêt des combats sur le territoire ukrainien. Alors la Cour internationale de justice doit rendre son ordonnance sur les mesures conservatoires aujourd'hui, le 16 mars 2022. Sur le fond, la qualification de l'opération ne pose guère de difficulté. La plus grande difficulté pour l'Ukraine dans cette procédure, ce sera de s'assurer de la reconnaissance de la compétence de la Cour internationale de justice. Parce que pour saisir la Cour, pour saisir valablement la Cour, pour que la Cour puisse examiner un différend, il est nécessaire que les 2 États aient consenti à la juridiction de la Cour. Alors, ici, évidemment, la Russie ne souhaite pas se présenter devant la Cour, et donc l'Ukraine a mobilisé la clause compromissoire qui figure dans la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide. Et il est nécessaire, pour que la Cour puisse exercer sa juridiction, que le différend qui lui est présenté corresponde bien à la Convention sur le fondement de laquelle la Cour a été saisie. Et donc, l'argument de l'Ukraine ici consiste à dire que comme la Russie affirme qu'il y a un génocide sur le territoire ukrainien contre les populations russophones et que c'est l'existence de ce génocide qui justifierait l'intervention russe, eh bien l'Ukraine demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas de génocide sur le territoire ukrainien ou qu'il n'y a pas eu de génocide sur le territoire ukrainien, donc que tous les actes qui découleraient du constat de ce génocide seraient frappés de contradiction avec le droit international. Mais il n'est pas certain que le raisonnement qui est tenu par l'Ukraine puisse valablement être accepté par la Cour internationale de justice. On le verra définitivement ou partiellement dans l'ordonnance relative à l'indication des mesures conservatoires, puisque pour indiquer des mesures conservatoires, il faut que la Cour soit prima facie compétente, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas manifestement incompétente. Donc si la Cour dit qu'elle est manifestement incompétente, il n'y aura pas de mesures conservatoires. Si elle dit qu'elle est prima facie compétente, ça ne veut pas dire que par la suite, sur le fond de l'affaire, elle ne pourra pas se déclarer incompétente. Donc ça, c'est le premier cadre. Le deuxième cadre, c'est devant la Cour pénale internationale. Donc cette fois, il ne s'agit pas de juger l'action d'un État, mais de juger des individus, de hauts responsables militaires ou de hauts responsables politiques le plus souvent. Alors la Cour pénale internationale examine la situation ukrainienne depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que depuis l'annexion de la Crimée, il y a des documents qui sont adressés à la Cour pénale internationale, même si la Cour pénale internationale, dont le statut a été adopté à Rome en 1998, est étrangère à l'Ukraine et à la Russie. C'est-à-dire que ni l'Ukraine ni la Russie ne sont partis au statut de la Cour. Mais l'Ukraine a accepté en 2014, conformément au statut de la Cour pénale internationale, a accepté que des événements qui se dérouleraient sur son territoire puissent être portés devant la Cour. Ce qui évidemment vise directement les agissements de la Russie, spécialement en Crimée. Et l'examen préliminaire qui a été conduit de la situation en Ukraine par le procureur a abouti à un constat en 2020 de
la possibilité raisonnable qu'il y ait eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis sur le territoire ukrainien et principalement en Crimée. À la suite de l'intervention de la Russie en février 2022 sur le territoire ukrainien, un groupe d'États, 39 je crois, États, ont décidé de saisir la Cour pénale internationale de la situation en Ukraine, et le procureur a décidé de l'ouverture d'une enquête, donc ce qui est une forme officielle ou un avancement dans la procédure, ouverture d'une enquête sur la situation en Ukraine, pas seulement la Crimée tel que c'était le cas en 2013-2014, mais également évidemment sur l'intervention russe de février-mars, pour l'instant, 2022. Et donc, il n'est pas impossible que des responsables russes, militaires ou politiques, puissent être traduits devant la Cour pénale internationale, avec une difficulté évidente, qui est que la Cour pénale internationale n'a pas ses propres forces, et donc ne peut pas arrêter les individus suspectés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide, et doit s'en remettre à la coopération des États. Et il est évident que, dans le contexte actuel, il va être assez délicat d'aller arrêter de hauts responsables politiques russes ou autres. Dernière action engagée devant une juridiction internationale, c'est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors depuis 2014, il y a un usage très large de la Cour européenne des droits de l'homme par l'Ukraine contre la Russie, mais aussi par la Russie contre l'Ukraine. Donc on a des actions croisées, il y a de la part de la Russie la volonté de multiplier les saisines par des individus ou par la Russie contre l'Ukraine, et dans le contexte le plus récent, l'Ukraine donc a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, donc d'un contentieux interétatique contre la Russie, pour demander l'arrêt des combats et pour faire constater les violations massives des droits de l'homme engendrées par les combats. Alors la Cour européenne des droits de l'homme, pour l'instant, n'a rendu qu'une décision sur l'indication de mesures conservatoires, alors qui peut apparaître très, on va pas dire décevante, mais très neutre, c'est-à-dire que la Cour ne fait que rappeler les principes fondamentaux selon lesquels les civils ne doivent pas être visés par des attaques militaires, et le fond du différend est évidemment reporté à un examen ultérieur. Alors, quel que soit le cadre dans lequel l'action est dirigée, que ce soit devant la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale ou la Cour européenne des droits de l'homme, il est certain que la temporalité de la justice, ça n'est pas le temps de l'action politique ou de l'action militaire, et que les éventuels constats qui pourraient être faits sur la qualification des événements, ces constats sont très reportés dans le temps par rapport aux exigences humanitaires actuelles, et ce n'est certainement pas, enfin en tout cas il faut être lucide sur le fait que ça n'est certainement pas une ordonnance en indication de mesures conservatoires de la Cour internationale de justice ou de la Cour européenne des droits de l'homme qui entraînera l'arrêt des combats sur le territoire ukrainien. Alors on l'a dit, la Russie apparaît très isolée sur la scène internationale à la suite de cette intervention militaire. 5 États ont voté contre la résolution présentée à l'Assemblée générale, et il y a une réprobation assez massive de l'intervention russe. Alors cela a entraîné un nombre de sanctions absolument considérable. Alors, tout d'abord, il était certain que le Conseil de sécurité n'allait pas adopter des sanctions contre la Russie, du fait de la participation, là encore, permanente de la Russie au Conseil de sécurité. La seconde observation préliminaire, c'est que la Russie est depuis longtemps sous un régime de sanctions, mais avec un cadre qui était relativement restreint, c'est-à-dire que quelques personnalités pouvaient être visées par des sanctions européennes ou des sanctions américaines. L'ampleur des sanctions aujourd'hui est tout à fait inédite. On a d'abord des sanctions qui sont symboliques ou politiques. Ce sont toutes les sanctions qui sont dirigées contre les équipes sportives russes qui sont interdites de compétition de manière extrêmement large. Il y a également la décision prise par le Conseil de l'Europe de suspendre la Russie de ses droits en tant que membre du Conseil de l'Europe. Mais l'essentiel des sanctions, et ce qui semble
toucher de la manière la plus directe le Kremlin, ce sont les sanctions économiques qui sont constamment réévaluées et constamment étendues. Alors on peut en donner les éléments essentiels en se penchant simplement sur le volet européen ou les volets européens de ces sanctions. On le sait, il y a des sanctions qui sont dirigées contre à peu près 800 personnes aujourd'hui et environ 50 institutions russes ou entités russes. Donc ces sanctions, elles consistent essentiellement en des gels des avoirs de ces personnes et de ces entités à l'étranger, donc ici sur le territoire des États européens. Alors le gel des avoirs, ça n'est pas une confiscation, c'est simplement l'impossibilité, en principe temporaire, de disposer de ces différents avoirs, même si certaines autorités, notamment le ministre français de l'économie, a pu affirmer qu'il serait peut-être souhaitable d'aller vers des confiscations, de véritables confiscations de ces avoirs, mais ce qui engagerait ici ce qui devrait engager des procédures judiciaires beaucoup plus complexes que le simple fait de décider du gel. Donc gel des avoirs de la Banque centrale russe, ce qui a là un effet absolument considérable, interdiction du survol du territoire des États membres de l'Union européenne, interdiction de visa pour des personnalités russes, interdiction d'utilisation des systèmes de paiement Visa et Mastercard, exclusion des principales banques russes du système de paiement interbancaire SWIFT, etc. Alors, ces sanctions, elles sont constamment réévaluées et elles sont marquées donc par leur ampleur. C'est sans doute la première fois qu'il y a, peut-être pas un tel unanimisme, mais en tout cas une diffusion aussi large d'un régime de sanctions qui n'aurait pas été décidé par le Conseil de sécurité. C'est-à-dire que lorsque le Conseil de sécurité décide d'imposer des sanctions, le principe est que tous les membres de l'Organisation des Nations Unies ont l'obligation de se conformer à ce régime de sanctions. Ici, ça n'est pas le cas. L'Union européenne, ou en tout cas au sein de l'Union européenne, on décide pour les États membres de l'Union, les États-Unis décident, les États décident chacun d'imposer des sanctions. Ici, le nombre d'États ayant décidé d'imposer des sanctions à la Russie ou à des personnalités rattachées à la Russie est absolument sans précédent. Alors déterminer les conséquences géopolitiques à court, moyen et long terme, c'est sans doute l'exercice le plus délicat, c'est de la prospective et en réalité tout dépendra vraisemblablement de l'issue de ce conflit. On peut malgré tout identifier certains marqueurs ou certains éléments qui permettent de dire que cette intervention russe sur le territoire ukrainien va durablement imprégner la configuration des relations internationales et qu'il y aura sans doute un avant et un après, et ce, quelle que soit l'issue de cette opération ou de ces opérations. La première chose, c'est que la Russie avait sans doute, ou a sans doute, sous-estimé la réaction que susciterait cette intervention sur le territoire ukrainien. Il était vraisemblable qu'une intervention armée allait être, à brève échéance, décidée par le Kremlin, mais la plupart des analystes considéraient que l'intervention se limiterait au territoire ou à l'espace des provinces séparatistes ou des républiques séparatistes du Donbass. Le fait que l'Ukraine soit intégralement envahie par les forces russes a sans doute conduit à l'isolement de la Russie et à des réactions extrêmement vives de la part de la communauté internationale. Certains des alliés traditionnels de la Russie ont pu refuser de soutenir cette intervention. C'est le cas de la Chine, on l'a dit, c'est le cas de Cuba qui a préféré s'abstenir, c'est le cas du Venezuela qui n'a pas participé au vote. Donc on voit que certains des alliés traditionnels de la Russie n'entendent pas valider, cautionner, soutenir cette intervention. Alors la première question qui peut être posée, c'est de savoir si l'Ukraine est un point final ou une étape vers une extension plus importante de la Russie. Alors on sait que la Russie défend l'idée de
ce que certains appellent la frontière épaisse, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait autour du territoire russe une zone contrôlée par la Russie qui permette de repousser un peu les intérêts occidentaux. Et l'Ukraine, de ce point de vue-là, est vraiment le symbole, on l'a dit, l'Ukraine qui a été constamment, en tout cas depuis 30 ans, en mouvement, dans un balancier entre l'Europe occidentale et la Russie, marque très bien cette idée de frontière épaisse. Et l'inquiétude aujourd'hui monte sur le territoire de deux États, la Géorgie et la Moldavie. On l'a dit tout à l'heure, la Géorgie a été ou est marquée par les prétentions séparatistes de deux provinces, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, sur le territoire desquels il y a déjà des forces russes. Et donc la question est de savoir si les forces russes ne vont pas être tentées d'étendre leur mouvement vers Tbilissi, vers la capitale. Et l'autre État qui se trouve dans une situation très analogue, c'est la Moldavie, qui, dans sa partie orientale, la Transnistrie, là encore, population russophone, avec des forces russes qui sont stationnées. Donc on est dans une configuration qui ressemble beaucoup à celle qui était la situation en Ukraine à la fin du mois de février. Et donc certains craignent, ou ont pu craindre, que la Russie poursuive sur sa lancée et envahisse la Géorgie et la Moldavie pour bien marquer le rattachement de ces deux États à l'espace post-soviétique. Alors la conséquence immédiate, c'est que l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie ont demandé à réactiver le processus de leur adhésion à l'Union européenne. Et on voit bien ici ce qui est en jeu, c'est de savoir de quel côté va basculer, si on veut reprendre l'image du balancier, de quel côté va basculer l'Ukraine, et également la Moldavie et la Géorgie. Alors, l'Union européenne a officiellement réactivé le processus d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie au début du mois de mars 2022, et il s'agit ici de dire nous engageons la procédure, nous engageons très officiellement la procédure, et on reconnaît, sans que l'on puisse présager de l'issue du processus, on reconnaît que ces trois États ont une identité européenne, sont des États de droit, et qui sont des conditions pour être candidats à l'Union européenne, et donc ont vocation à intégrer l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que l'intégration va être réalisée, ça ne veut pas dire que l'intégration va être rapide, mais ça veut dire au moins qu'il y a une vocation de ces États à devenir membres de l'Union européenne. Alors on le sait, l'Ukraine demande aujourd'hui à bénéficier d'une procédure accélérée pour devenir membre de l'Union européenne. Alors il est sans doute peu crédible qu'une telle procédure accélérée puisse être mise en œuvre. La procédure d'adhésion à l'Union européenne, on la connaît. Il faut d'abord être déclaré État candidat, ce qui semble être le cas ici, mais il faut ensuite négocier les termes de la candidature, c'est-à-dire s'assurer que l'ordre juridique ukrainien, géorgien et moldave correspond bien aux attentes, aux prérequis de l'Union européenne, ce qui aujourd'hui n'est évidemment pas le cas. Et si ces États devaient rejoindre aujourd'hui l'Union européenne, le choc pour la société, le choc juridique pour la société, pour l'ordre juridique ukrainien, moldave et géorgien serait absolument considérable. Sans doute moindre que ce qu'est le choc physique de l'intervention armée, mais serait absolument considérable. Donc, il est très probable que l'adhésion de ces trois États à l'Union européenne ne sera pas effective dans les prochains mois, ni même peut-être dans les années les plus proches. En revanche, il est tout à fait envisageable de prévoir un statut particulier pour ces États, c'est-à-dire une forme de statut intermédiaire entre l'État candidat et l'État tout à fait tiers. C'est déjà assez largement le cas pour l'Ukraine depuis la conclusion de l'accord d'association qui est entré en vigueur en 2017, donc qui renvoie à des mécanismes de coopération et d'intégration économique, mais on pourrait tout à fait imaginer un statut intermédiaire qui prévoirait ou encadrerait des mécanismes de coopération politique ou d'intégration politique qui iraient au-delà de ce que peut prévoir l'accord d'association et qui marquerait bien l'ancrage de l'Ukraine et éventuellement de la Moldavie et de la Géorgie dans l'Europe occidentale ou le tournant vers cette partie du continent européen.
Alors les relations entre la Russie et la Chine constituent très évidemment un élément clé ou un marqueur important dans le cadre de cette crise. On sait que lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, il y avait eu la mise en scène ou la démonstration d'une proximité entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, ce qui semblait être l'affirmation d'une forme d'alliance, ou en tout cas d'un nouveau monde, peut-être pas anti-occidental, mais non occidental. Et lorsque la Russie est intervenue sur le territoire ukrainien, la réaction de la Chine était évidemment guettée. Et on peut penser que la Russie a été assez largement déçue par l'attitude de la Chine, puisque, on l'a dit, au Conseil de sécurité, la Chine s'est abstenue, à l'Assemblée générale également. Et donc, il n'y a pas d'alliance au sens classique entre la Chine et la Russie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un alignement de l'un sur les positions de l'autre de manière tout à fait automatique. La Chine semble être un peu tiraillée dans cette crise. Elle manifeste un soutien à la Russie, mais aussi à l'Ukraine. Il y a eu le 7 mars 2022 une conférence de presse du ministre chinois des Affaires étrangères, dans laquelle il affirme que l'amitié entre la Russie et la Chine est solide comme un roc, mais dans le même temps, dans la même conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères affirme son soutien indéfectible à la souveraineté territoriale ukrainienne. Donc la conciliation de ces deux affirmations apparaît assez délicate et montre bien la tension qui s'exerce ou dans laquelle est prise la Chine. Alors, on n'a pas d'alliance au sens classique entre la Chine et la Russie. Il apparaît cependant que la Chine est appelée à jouer un rôle absolument considérable, ou pourrait être appelée à jouer un rôle considérable dans le règlement de cette crise. Sa réaction se fait un peu attendre. On a vu il y a quelques jours que les États-Unis ont affirmé que la Russie aurait demandé un soutien militaire ou la livraison d'armement à la Chine pour alimenter les opérations sur les territoires ukrainiens. Alors, la Russie a immédiatement démenti cette information. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Elle peut être vraie, ça peut être aussi un moyen pour les États-Unis d'obliger la Chine à se déclarer officiellement, c'est-à-dire à exprimer une position claire sur la situation en Ukraine et sur la qualification que l'on peut donner aux agissements de la Russie sur le territoire ukrainien. Parce que la position de la Chine apparaît effectivement ambiguë. Il y a dans les réactions russes aux sanctions économiques dont elle a été la cible, il y a l'affirmation constante des autorités de la possibilité d'échapper aux sanctions ou d'échapper aux effets des sanctions en se tournant vers le partenaire chinois. C'est le cas en matière financière, où la mise à l'écart ou en réalité la désactivation des cartes de paiement Visa et Mastercard russes a vu les autorités russes affirmer qu'ils pourraient tout à fait s'en sortir en faisant appel au système chinois UnionPay et donc en disant voilà, nous utilisions auparavant des moyens de paiement reliés au monde occidental, on peut tout à fait se détourner de cela et faire appel à des moyens de paiement chinois. De la même manière, la déconnexion des principales banques chinoises du système SWIFT, donc du système de paiement interbancaire, les autorités russes disent on peut tout à fait s'en sortir en utilisant le système CIPS chinois, qui est l'équivalent, même si la diffusion de ce système de paiement interbancaire est très inférieure à ce qui peut exister pour le système SWIFT. Donc on voit que la Russie cherche à susciter ou à mobiliser le régime chinois et l'appelle à manifester des signes de soutien. Alors il y a quelques signes de soutien qui apparaissent. La Russie et la Chine, leur relation est économiquement forte, c'est-à-dire que là où la Chine a connu un ralentissement de sa croissance, alors qui reste très supérieur à la croissance que l'on peut connaître en Europe et aux États-Unis, mais là où il y a eu un mouvement de ralentissement de sa croissance et de ralentissement de ces échanges internationaux, les échanges entre la Russie et la Chine augmentent
de manière absolument considérable, on est presque aux alentours de 50% l'année dernière. Donc il y a un partenariat économique important qui est principalement fourniture de marchandises de la part de la Chine et fourniture d'énergie de la part de la Russie. Donc les deux ont un intérêt fort à entretenir des relations amicales. Et ça se traduit par la conclusion, il y a quelques jours, d'un accord sur la construction d'un gazoduc entre l'extrême est russe et le territoire chinois en traversant la Mongolie, donc pour la fourniture de gaz. Est-ce que c'est le signe d'une alliance ? C'est pas certain, c'est-à-dire que la Chine, pour l'instant, est très en retrait, et les appels qui sont faits pour que la Chine joue un rôle de médiateur, parce que l'on pense que le dialogue entre la Russie et la Chine est peut-être plus facile qu'entre la Russie et d'autres États, ces appels ne sont pour l'instant pas couronnés de succès, et à vrai dire, il n'est peut-être pas tout à fait certain qu'on en ait besoin, c'est-à-dire que on a vu que il y a des négociations directes entre Ukrainiens et Russes, donc le canal de négociation n'est pas rompu. Il y a des négociations sous l'égide de la Turquie qui ont pu avoir lieu à Antalya la semaine dernière, alors, qui n'ont débouché sur aucune réalisation concrète, aucune avancée concrète, mais là encore ça montre que certains États qu'on présente comme étant autoritaires peuvent être appelés à jouer un rôle dans cette crise parce que ils sont des partenaires parfois un peu turbulents de la Russie et des partenaires de l'Union européenne ou des États-Unis. Donc ils peuvent être un point de contact entre les différentes puissances qui sont impliquées dans cette crise ou dans les suites de cette crise. Pour l'instant, la Chine reste très silencieuse, et elle reste très silencieuse sans doute parce que la Russie est un partenaire économique important, l'Ukraine est également un partenaire économique important, et parce que derrière cette intervention russe sur le territoire ukrainien, tout le monde se projette aujourd'hui sur la possible intervention chinoise sur le territoire de Taïwan, avec des problématiques qui sont sans doute différentes, dans la mesure où Taïwan est historiquement un territoire chinois, mais qui depuis 1949 est le cadre de l'action de l'ancien gouvernement nationaliste exilé, mais beaucoup craignent, ou semblent craindre, que le précédent russe en Ukraine soit utilisé, soit mobilisé demain, alors un demain qui peut être très tardif ou très lointain, mais soit utilisé par les autorités de Pékin pour justifier une intervention militaire sur le territoire de Taïwan. Et le fait que la Russie aujourd'hui ait pu intervenir militairement sur le territoire d'un État très proche de l'Union européenne sans qu'une réaction armée ne soit engagée, fait naître chez certains à Taïwan la crainte d'une attitude comparable de la part des États-Unis qui officiellement devrait défendre Taïwan, mais on se dit que si personne ne défend l'Ukraine aujourd'hui militairement, peut-être que personne ne défendra Taïwan demain si Taïwan était envahi par la République populaire de Chine.